après des livres qui nous ont marqués, t'as quoi d'autre tout ce qui est Camus, tout ce qui m'a emmerdé. Non, mais moi je reste vraiment sur les trois. Non, j'ai beau Les chercher. Frères Karamazov, Narcisse et Goldmund, ma conversion, le libertin de qualité. Vraiment trois, tu vois, une espèce de... Non, ouais, ça... Une espèce de trinité littéraire comme ça. Non, Entre, ouais, l'histoire, ouais. Le corps complet, la spiritualité. Non, c'est marrant qu'on ne ramène pas de contemporains dans tout ça, tu vois. Jamais. Je sais pas, il y a des auteurs qui t'ont ramené des auteurs contemporains dans leur livre préféré. Ah, dans... s'il fallait mettre un contemporain, Houellebecq, moi, sans autre. Oui, mais alors est-ce que Houellebecq passera ou pas? Moi, je pense qu'il passera. Il est dans son époque, mais... Non, je vais dire... Non. Est-ce qu'il n'est pas très marqué comme tous ces mecs des années 70 qui finalement passent survécu aux années 70, quoi, tu vois? Non. Et je vais te dire pourquoi. Les sociologues ou les historiens, aujourd'hui, quand ils veulent voir vraiment comment vivaient les Français au 19e siècle, ils vont lire qui? Ils vont lire Zola, ils vont lire Balzac, ils vont lire ces gens-là qui ont vraiment innervé leur œuvre. Ce sont les meilleurs témoins de leur temps. Des naturalistes. Ouais, et je crois vraiment que quand on voudra savoir comment était la société française à la fin des années 90 et au début des années 2000, on ira lire Houellebecq. C'est celui qui a c'est la meilleure photographie de la société et de son évolution. Alors, étonnamment, j'en ai un d'autre, je trouve qu'il a une très belle photo, c'est Bec Bédé. Je trouve que c'est réellement une empreinte de son époque. Moi, je trouve pas tu vois, je trouve qu'il est vraiment, c'est surprenant, mais je trouve que Bec Bédé, déjà est l'écrivain. Est une empreinte de sa génération à lui. C'est pas l'empreinte de son époque. Oui, mais l'époque va tellement vite que finalement, une époque, je sais pas tous les combien elle change aujourd'hui. Avant, on avait une vingtaine d'années, une époque, c'était presque une quinzaine d'années. Une génération, ça devait être une quinzaine d'années. Je sais pas. Une génération pourrait presque considérer que c'est 7 ou 8 ans. Mais en fait, Houellebecq, il capte l'époque. Et une époque qui fait plus de 20 ans. Il capte une société. Il capte une société. Depuis une époque, Depuis plus qu'une époque. Houellebecq, Bec Bédé, il capte une génération, la sienne, mais bien d'ailleurs. Et il l'a sublimement bien fait. Moi, je trouve que c'est un. Et puis, je trouve qu'il écrit vraiment. Cette génération étrange qui est entre les baby-boomers et les enfants des baby-boomers. Ouais. C'est ça que lui, il capte. Ouais. Il le capte super bien. Avec cette grande désillusion. Et ce grand il a ce côté triste, un peu ce côté presque mélancolique du c'était mieux avant aussi, quelque part, qui me dérange un peu, mais après sur effectivement l'idée, l'empreinte de son époque, Léon Fray aussi. C'est vrai qu'il a un désespoir très élégant. Tu vois, il a quelque chose de désespéré, Houellebecq, quoi. Là, non, il est tragique. L'optimiste voit tout en merveilleux, le pessimiste voit tout en truc qui va foirer, et le tragique voit juste les choses telles qu'elles sont. Il a plus dit. T'as l'impression qu'il a vraiment aucun rêve, aucune illusion. Que le mec, il est même pas dans quelque chose de positif à un moment donné, pourtant je l'adore. Mais il lui manque peut-être ce côté, je vais quand même trouver une solution aussi où je vais apporter un peu de lumière. Il n'apporte pas de lumière, tu vois. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de lumière dans notre époque. Tu la vois où, la lumière? Moi, je sais pas, des gens, ne serait-ce qu'au niveau politique, des gens comme Trump, etc., je trouve qu'ils apportent un sang nouveau, tu vois. C'est formidable. Kim Jong, moi, je le trouve fabuleux. Remarque, si, dans ce sens-là, ces mecs-là amènent une telle obscurité que d'autres peuvent paraître lumineux. C'est ça, raison, tu vois. C'est vrai. C'est une espèce de contraste. Par contraste. Mais non, mais c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. T'envoies de la lumière, moi j'en vois pas. C'est très compliqué, ça devient très compliqué. Enfin, j'aimerais pas avoir l'âge de Géna, quoi. Par exemple, on va être de jeunesse, mais j'aimerais pas avoir son âge. Très clairement, je suis très content d'avoir le mien. Je voudrais pas avoir ton âge dans ta génération, voilà, c'est clair. Ça me plairait pas forcément. Maintenant, on est des vieux cons, ça y est. Peut-être des vieux cons, c'est pour ça. C'est un futur qui me. Oui, c'est ce que tu disais, il n'y a pas vraiment de lumière, c'est un futur qui est inquiétant. Moi qui me suis beaucoup intéressé au transhumanisme, libertarianisme, etc. C'est réellement inquiétant, quoi. Personne ne le voit venir. Pour l'humanité, voilà, c'est pas très bien. Bon, je serais mort depuis longtemps, donc c'est pas grave. Mais si. J'ai une espérance de vie encore de 25 ans, toi, en gros. Je te trouve bien optimiste. Peut-être. Alors, remarque, en même temps, à mon avis, tu les feras les 25 ans.
Ouais. Mais avec ce que tu t'es foutu dans la tronche, si t'avais rien fait, mon Dieu, mais t'aurais vécu. Ah mais moi c'est 800 plaies, fascinant. là. Moi je m'épate tous les jours. Comment c'est possible? Je sais pas, tu sais, il y a des trucs, je sais pas. Il faudrait que je En fasse plus, ma un... mémoire est bonne, t'es né préma à 7 mois. Ouais, 6. 6. Je faisais 900 grammes à ma naissance, t'imagines? Un jour j'écrirai ça. Dans mon premier roman, j'en parle un petit peu. Mais il est très mauvais, on le trouve. Je l'aime. Toi tu l'as. Mais toi surtout tu le gardes. Si jamais tu commercialises quoi que ce soit quelque part un jour, truc à te niquer l'amitié ça. Je ne me permettrai pas. Je vendrai très cher plus tard. Ouais. C'est pour ça que j'espère que tu vas mourir vite. Ça va pas. Ouais, je vois. Après mes livres passeront à la postérité. Voilà. Tu sais, en travaillant là sur les années cristal, j'ai découvert Ton côté nonne, j'adore le couvent. Ouais, un site, je vais site. Je suis ton père là. Et tu sais que la guerre des étoiles, j'aurais adoré le décrire. J'aurais adoré. Qu'est-ce que j'aimerais pour avoir un truc de la force. Moi, ce que j'adore, c'est quand Yoda il rentre, il fait les mecs poum sur le mur. Là, pour sortir du métro, c'est mieux qu'un taser. Les mecs poum sur les murs. Ah, j'aimerais faire ça. Écrire ça. Juste le vu. Mais je pense qu'on a la force en nous. Moi je crois. Souvent je m'entraîne chez moi. Souvent je m'entraîne. Je regarde ma bouteille. Quand tu t'entraînes pas à marcher sur l'eau. Mais je marche sur l'eau. D'ailleurs, je passe 80% de mon temps à marcher sur l'eau. Je passe ma vie en aquaplaning. Ça faut me le savoir. Mais un jour, j'arrêterai de boire. Comment? Un jour, j'arrêterai de boire. De l'eau? De l'eau. Je me suis intéressé au Bourgogne, je connaissais pas bien. Ah, tu vois, bah, écoute, tu viens enfin. Bah oui. Alors que moi, je reviens après. Tu reviens sur le Bordeaux, là? Je reviens sur le Bordeaux. Ah non, je suis sur le Bourgogne. J'ai les Pauillac, tout ça, tu vois. Ah putain, mais ça c'est... Oh, voilà. Mais oui, mais alors le Bordeaux, maintenant, si tu veux, je me dis que en dehors de... Après, toi, t'es de là-bas, alors c'est différent. Non, mais j'ai longtemps, quand j'allais à Bordeaux, j'adore les Bourgognes, mais je reviens en vieillissant au Bordeaux, c'est bizarre. Ouais, mais moi je trouve que le Bordeaux faut taper haut. Quoi. Si tu tapes pas haut, c'est... Il y a un grand foutage de gueule dans le Bordeaux, tu vois, tel que tu le Bordeaux de supermarché. Non, mais il y a eu un grand foutage de gueule aussi entre 98, 2000 et 2010. Ils ont fait n'importe quoi. Maintenant, ils se sont remis à faire des méthodes d'unification. Ils ont arrêté de mélanger des cuves qui n'étaient pas les mêmes. Toute la parkérisation du vin est en train enfin de s'arrêter. Ça s'arrête, putain. Donc, ça, c'est vrai? Enfin, je crois, c'est l'impression que j'en ai. C'est espèce de dictature. Après, je me gourre peut-être, mais de ce que j'en vois, enfin de ce que j'en goûte, de ce que j'en bois. De ce que j'en bois. En bois. Ouais, non, mais ouais, donc j'ai des lettres, dans le Bordeaux, ce côté, ça coûte une fortune si tu veux boire des bons Bordeaux. Non, t'as des petits Bordeaux qui sont bons. Je te filerai des... Ouais, c'est ça, faut que tu me files des adresses. Parce que sinon, c'est du Bordeaux de supermarché. Je me demande d'ailleurs comment ils arrivent à faire autant de bouteilles avec un cépage qui est finalement pas si grand que ça. Mais c'est parce que Bordeaux est au vin, ce que Paris est à la littérature. Il y a autant de viniculteurs que d'habitants. Comme à Paris, il y a autant d'écrivains. Mais alors, est-ce qu'il y a beaucoup de mauvais vins à Bordeaux? Comme il y a autant de mauvais écrivains à Paris, dont nous faisons partie tous les deux. Ah oui, ça, je passe ma vie à le défendre. Je vois tout un tas d'auteurs qui sont en train d'estimer leur génie de façon formidable. T'as un auteur de génie tous les 20 ans, et t'en as qu'un. Le dernier, c'est peut-être Céline qu'on a eu. Quoi. Non, c'est Houellebecq. Houellebecq, peut-être, ouais, vivant. Est-ce que Houellebecq a du génie vraiment littéraire? D'un point de vue littéraire, toi? Si. Tu vois, mais t'en as un tous les 20 ans. Sa fadeur est géniale. Puis après, moi, je voudrais Guillaume Musso ou Marc Lévy. Mais moi, je les respecte beaucoup en plus. Vraiment. Écoute, moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé, mais j'ai beaucoup de respect. À la différence de tous les germanopratins snobs qui ne les aiment pas, non pas parce qu'ils trouvent que leurs livres ne sont pas bons, mais parce qu'ils jalousent le succès, les ventes et l'argent. Moi, d'abord, première chose, et ça, c'est pas du tout pour faire plaisir, je suis toujours content quand le succès s'abat sur quelqu'un. Ouais. Ça me dérange pas. C'est chouette. T'as le doigt de Dieu sur la tête, c'est formidable. Moi, je suis ravi de ça, je suis ravi que ces mecs-là aient du succès. Et puis, c'est un peu comme au cinéma, de temps en temps, tu veux te faire une bonne grosse comédie, et une comédie, il faut qu'elle te fasse rire. Si jamais elle te fait pas rire, ça marche pas. Tu veux te faire un bon vieux polar ou un bon vieux thriller, il faut que ça se tienne en haleine tout le monde, sinon c'est raté.
L'erreur qu'il y a en France, c'est qu'on voudrait juger Marc Lévy et Guillaume Musso avec les mêmes catégories de lecture que si on lisait Bataille ou Maurice Blanchot. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas le sujet. Ce sont des auteurs de divertissement. Eux-mêmes ne prétendent pas faire plus que ça. Et en termes de divertissement, Ils le font très bien. il semblerait qu'ils le fassent très bien. Moi, j'aime lire des livres plus torturés, mais c'est mon problème. Et en plus, ils ont quand même cette vertu qui font que... je suis intervenu dans un lycée cet hiver qui m'a étudié pour le bac. Et ils ont été surpris de voir un mec vivant, de voir un mec pas trop vieux, en tout cas pas totalement décati, avec des cheveux longs et qui parlait de cul, qui parlait d'alcool et qui vivait comme eux. C'est-à-dire que j'étais pas un... Pour eux, la littérature est un truc sacralisé, le panthéon, et donc ils en ont peur. Et la grande vertu que ces mecs-là ont, c'est qu'ils désacralisent dans l'inconscient collectif ça, et les gens se sentent autorisés à lire. Et tant qu'on lit, parce qu'après on peut commencer par eux, ils sont une vraie porte d'entrée, après on passe à autre chose, et puis tant qu'on lit, tant qu'on passe pas sa vie que devant des images et devant des smartphones et qu'on peut lire une histoire, et ils ont quand même le mérite d'en faire lire beaucoup. Alors à tous les pisse-froids jaloux qui disent ouais c'est de la merde, ben, déjà c'est vachement dur de faire ce que et puis quand on sait les chiffres aussi de la littérature aujourd'hui, tu sais, quand un type ramène ça, qui ramène autant de pognon à sa boîte d'édition, ça permet de publier aussi plein d'auteurs qui gagneront pas d'argent et qui seront peut-être formidables. C'est grâce à eux que nous on est publié. Et c'est probablement grâce à eux qu'on est publié. Moi je trouve que économiquement il faut ces types-là de toute façon, il faut des locomotives, il faut des machines à cash, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et puis au-delà de ça, il faut pas avoir de prix du lecteur, quoi. Les deux, de ce que j'en sais, sont hyper sympas et ils se prennent pas du tout pour s'ils ne sont pas. Alors qu'il y a beaucoup. Ils sont très discrets. Moi, je me rappelle, j'avais quand même entendu cette phrase énorme un jour d'un écrivain charmant au demeurant qui nous avait expliqué que c'était un grand écrivain parce qu'il ne vendait pas. Ouais. J'aime bien le rapport de cause à effet. Ouais. Mais ça, c'est le vieux mythe français de l'écrivain maudit. Ah bah, on a besoin. Le lecteur, beaucoup de lecteurs ont besoin de penser que l'écrivain est en souffrance. Ça lui plaît. Il faut que l'artiste souffre. Si l'artiste ne souffre pas, il n'est pas légitime. Si l'écrivain ne souffre pas, il perd sa légitimité. Ah voilà, tu vois. Un autre écrivain que j'aime beaucoup, justement, qui lui défend la thèse inverse, ça, qui dit qu'on peut écrire et être joyeux, c'est Philippe Solers. Il y a des grands livres de Philippe Solers. C'est le mec le plus cultivé en France. Il n'y en a pas un qui a autant lu que Philippe Solers. Philippe Solers, il est drôle, il est bordelais, évidemment. Sur Casanova. Il est grand casanoviste. Grand casanoviste et grand jésuite. N'oublie pas. Et grand 18e-liste. Oui, tout à fait. Ouais. Défenseur du libertinage. Et grand chinois. Il parle couramment chinois. Et il est hallucinant. Voilà. Et lui dit, bah non, moi je suis un écrivain du bonheur, je suis heureux. Je suis heureux d'écrire, je suis heureux de vivre. Et il dit, c'est pour ça que l'on ne m'aime pas. Non, et puis tu sais, regarde un mec comme Werber qui est détesté par le milieu. Ouais. Tu vois, le mec, il n'est pas considéré une seconde comme un écrivain, Bernard Werber. Vendons ce que vend Werber, et puis faisons un livre comme Les Fourmis déjà. Et ce bouquin, où il y a plusieurs bouquins, l'Empire, voilà. Sans être grand fan, mais il distrait, il vulgarise un certain nombre de savoirs qui sont plutôt intéressants. Ouais. Il vend. Et on vient nous dire, il écrit plutôt pas mal puisqu'il arrive à t'emmener dans une aventure, dans un voyage, il faut quand même le faire. Hein, voilà, c'est déjà la base du truc. Moi je lis pas un livre pour m'emmerder. Donc voilà, et le mec il arrive à faire ça et tout le monde vient lui cracher dessus en disant c'est pas un écrivain. Bah, qu'est-ce qu'il vous faut ? Si Werber n'est pas un écrivain, je sais pas, alors moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà. Les snobs diront, tu sais, qu'ils sont un peu blanchotiens, ils disent qu'il y a les écrivains et les écrivants. Oui. Les écrivains, c'est ceux qui racontent des histoires. Parce que depuis le nouveau roman, raconter une histoire, c'est vulgaire. Oui. Il faut on y reviendra. C'est comme la nouvelle vague au cinéma. Je viens de dire un bouquin. Moi, je préfère Les Enfants du Paradis à Jean-Luc Godard, mais c'est personnel. Ah oui, bah oui. Mais tu sais, là, je viens de finir deux bouquins. Deux bouquins d'auteurs de chez Gallimard, justement. Néref. Deux premiers romans de la c'est insupportable. On te sait, il y en a un, tu as l'impression que l'éditeur ou que l'auteur ne sait plus comment faire pour se démarquer. Alors on va te supprimer les propositions, on va te supprimer les articles, les machins, on va essayer de te donner un pseudo-style, mais c'est n'importe quoi. Enfin, on n'est pas dans quelque chose qui est stylisé, on est dans quelque chose où on a cuté, on a transformé pour se donner vaguement une espèce de pseudo-style. Tout ça pour correspondre à l'image du truc ou être un peu NRF en disant tiens on va. C'est juste insupportable. Le bouquin est insupportable, le style est insupportable, et après on va s'étonner que ça se vend pas.
excuse-moi, ça sur les ventes, c'est tout le temps on parler des ventes, mais vendez des bouquins qui plaisent aux gens déjà. Hein pour commencer. Et si Marc Lévy, Guillaume Musso, Tatiana se vendent, c'est qu'il y a des raisons, quoi. Et donc on est là pour ça, on est là pour distraire les gens, leur raconter des choses, peut-être les emmener. Voilà, mais le côté, Le divertissement, est-ce qu'on a réfléchi à ce que c'était qu'un divertissement? C'est génial. Mais moi j'adore l'idée de la culture populaire, de la littérature populaire. Je suis un ardent défenseur de la littérature populaire. Parce que populaire en anglais c'est pop. Alors quand tu dis c'est pop, en anglais ça passe très bien. Tu dis c'est populaire en français, tout de suite ça devient ringard. Et ce qui est populaire, ça sent la saucisse. Ça sent la saucisse. Excuse-moi, pop et populaire c'est la même chose. Et la littérature populaire, c'est la littérature qui s'adresse au plus grand nombre, qui permet aux gens de lire, qui permet, voilà. Et ça c'est formidable. Après qu'effectivement on soit pas chez Blanchon, chez je sais pas, Quignard ou Michon ou je sais pas quoi, on est d'accord. Mais Michon ne s'adresse pas à n'importe qui. Ce qui n'empêche pas d'aller les lire quand même. Bien sûr, il faut les lire quand même d'ailleurs. En tous les cas, il ne faut pas juger Quignard ou Michon avec les catégories en se disant ça n'est pas du Marc Lévy, donc ça n'est pas pour moi. Donc non, pas du tout, tu peux y aller quand même. Comme il ne faut pas juger les Marc Lévy et les Guillaume Musso avec les catégories avec lesquelles on juge un Quignard ou un Michon. Et en France, on passe son temps à juger avec les mauvaises catégories des trucs qui vont pas. Mais tu sais, je suis éditeur de polar. C'est à partir de là qu'il y a un truc qui fonctionne pas. J'ai édité, je sais pas, 150 polars. Et dedans, j'ai du bon, du pas très bon, et puis j'en ai quelques-uns qui sont vraiment excellents. Mais le but du jeu, moi, quand je lis, les mecs, ils m'emmènent en voyage, ils me racontent une histoire, ils me font plus ou moins flipper, ils me font... Voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai lu, j'ai passé un bon moment, et c'est plutôt ce que je demande. Et après, on descend, le polar, ce serait pas un genre, Conan Doyle, c'est pas un genre. Edgar Poe, c'est pas un genre, c'est le plus grand auteur de polar. Et puis, tu vois, ça suffit, cette espèce d'élitisme à deux balles. Et n'oublions pas que le divertissement, c'était ce contre quoi se battait l'Église autrefois. Dans le nom de la rose, le divertissement était mal vu. Le divertissement, il est séditieux. On masquait les comédiens. Le divertissement détourne du truc sérieux, amène au rire. Et le rire amène à l'esprit critique, à tout un tas de choses. Donc le divertissement, c'est vachement bien. Je préfère être divertissant qu'être ennuyeux. Puis la littérature, on est dans une époque, au Moyen-Âge, l'imprimerie, les premiers livres et tout, ça sert avec le Moyen-Âge, qui est une époque où il y a la chape de plomb, surtout, on imprime, on ne fait que des bibles, on n'écrit que ça, on met des enluminures, machin, mais il y a le roman de renard, ou tout ce qui paraît au Moyen-Âge, est très peu diffusé, très peu lu, c'est bien après qu'on va le redécouvrir, et il y a effectivement ça, il y a une chape de plomb comme ça, parce qu'il y a que les lumières qui vont, c'est pour ça qu'on voit là, mais pendant 800 ans, de toute façon, tout ce qu'on va écrire, c'est absolument pas divertissant, c'est absolument pas amusant, on est sur les textes religieux, c'est Joinville sur Saint-Louis et tout ça. C'est relou, quoi. Et c'est vrai qu'on en 800 ans, on va pas faire de divertissement. Et que c'est pour ça que j'écris que des conneries. Moi je me suis toujours vu comme le bouffon du roi. Mais oui, tu sais, avec le costume à deux couleurs et les gling-gling. Comme Molière était le bouffon de Louis XIV. Mais c'était le bouffon, voilà. La Fontaine, il était même pas à la cour, il s'était fait virer de la cour, la Fontaine, il n'avait même pas le droit d'y mettre les pieds. Moi j'adore les clowns, les clowns qui sont à la fois drôles et tristes. Les écrivains, tu dis que les professeurs d'intellectuels, quand je suis arrivé dans ce métier il y a 20 ans, j'ai convaincu que je trouverais que des gens formidablement brillants. J'étais un peu déçu, il y en a beaucoup, mais il y en a pas trop. Moi je suis pas assez intelligent pour être un intellectuel. Bah non. Tu vois, moi je suis intellectuel, si, parce que si jamais je commence à dire que je ne suis pas intellectuel, on va me dire t'es manuel et on va me faire bosser. Pour bien que je préfère être intellectuel, sinon je suis obligé de taffer. L'intellectuel pense, moi je sais pas penser, moi je réfléchis. Ouais. Je pense pas. Je ne pense pas. Ouais. Je pense pas. De toute façon, moi je pense pas, ça me fait. Non mais je ne sais pas ce que c'est que penser. Penser, c'est faire un truc en dehors de la confrontation avec le monde réel. Moi je sais pas, je suis un peu terrestre, tu vois. J'aime bien toucher les trucs. C'est Descartes, quoi. La pensée, ça se réduit à Descartes. Quelle carte? Quelle carte, c'est ça, soyons concrets. Soyons concrets, quoi. C'est pas. Mais bon. Non, donc voilà, la littérature, tout ça, c'est dans des cases avec oui. On s'arrête. Là, moi, tout ce que j'ai à dire, à part oui, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Et je suis très content qu'on l'ait redécouvert parce qu'il y a une grande traversée du désert, tu sais, oui. Vraiment. Mais ça a été difficile. Tout seul à faire oui dans le désert. Pas une oasis à l'horizon. Rien dans sa petite voiture jaune. Pas un bordel. Rien. Puis la meuf de Boubou, on la connaît pas, tu vois. Ça se trouve, c'est une peste. Mais elle a dit non.
Ou alors pire, elle fait pire comme nom, elle dit peut-être. Peut-être. C'est peut-être. pire. Ou alors Parce que- oui non. Ça Parce que s'appelle t'as, oui non. parce que t'as le Oui, non. peut-être plutôt oui, mais qui peut être non. Ouais. Et le peut-être plutôt non, mais qui pourrait être oui. Ouais. Ouais. Et c'est tout le temps cette incertitude absolue. Donc tu vois, voilà. Moi c'est oui. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi je voilà. Il y a Dante et oui. Voilà, dans mon histoire littéraire. À part ça, tu vois, voilà. Mais moi, il y a Après- les frères Karamazov et il y a Pif Gadget. Ah, puis moi j'ai beaucoup lu Pif Gadget. Mais alors j'adorais Pifou. Et comment il s'appelait l'autre, comment il y avait un espèce de personnage, il y avait Galuron, j'aimais bien aussi. Ah, Gadget. Il y a Raon aussi que j'aimais beaucoup. Oh, Raon. Raon c'était immense. Quoi. Fils de Krao. Fils de Krao. Avec son fils des dentier, Asphalt. avec son couteau là. C'était énorme. Avec les 5 dents là. Les dents dedans, et avec son son couteau coutelas. là, avec son coutelas qui détournait comme ça. Chevelure de feu, non, cheveux de feu. Cheveux de feu, ouais, je sais plus, ouais, c'était énorme. Hein. C'est ça, tu vois, la littérature c'est Raon. C'était génial. Bah ouais, Raon c'était formidable. Il y a eu Pifou, il y avait... Qui se souvient de Raon? Mais pas grand monde, je pense. Hein. Pas grand monde. Tu connais Raon? Non, c'est ça. Ouais, tu connais pas Raon. On parle d'un temps de... Voilà. Quel est notre livre préféré? On parle d'un truc que les gens ne savent pas. Ah, forcément. Tu vois. Alors bah ça pour parler de Proust, il y a du monde. Mais parler de Raon, il n'y a plus personne. Et c'est un scandale. C'est un scandale. De Raon? De Pif Gadget. Ou de Capitaine Caverne. Ah, Capitaine Caverne aussi. Vachement bien, Capitaine Tu connais Caverne. pas? Avec une masse comme ça, il tapait sur la tête des gens, c'était formidable. Et il avait un peu de Capitaine Caverne. Quelqu'un qui était habillé avec une peau de bête. C'était juste un type. Enfin, moi j'aimais bien Capitaine Caverne. C'était comme Georges de la Jungle. Georges, ce que j'allais dire, Georges de la Jungle. C'est bien aussi. On a quand même une culture. Avec son attention, slip ça- panthère et tout, c'est vachement bien. Voilà, mais puis le gadget, ça puis le gadget, c'était formidable, ça marchait jamais. Parce que gadget qui marchait jamais. La plante qui devait faire pousser pour un arbre et tout. C'était énorme. J'ai jamais vu l'arbre. Hein. Ah, moi non plus, j'avais une petite voiture comme ça, c'était censé devenir une bagnole, j'ai jamais compris si j'avais devenu une bagnole. Voilà. Donc la littérature, quand même, c'était... Voilà. Moi j'ai commencé à lire très très jeune. Pas moi. Très jeune. Ah ouais, moi, je commençais à lire... mais je me faisais chier en fait. Donc, Moi, c'est ma grand-mère qui me lisait les textes. Elle me lisait tous les mythes grecs quand j'étais petit. Dès que je sais pas, 8-9 ans. 8-9 ans, voilà, j'étais dedans. J'ai déjà lu Mein Kampf. Et le Capital de Marx. Pour me faire une bonne idée de la politique. Voilà, c'est fait. Et dans le Capital de Marx, Et- c'est très très bien, j'aime beaucoup. T'as commencé à écrire pourquoi? Parce que je m'emmerdais en cours. Et je me faisais tellement chier que j'écrivais des petits comptes rendus, des petites chroniques sur le déroulement du cours. Et alors c'était rigolo parce que j'avais plein de potes, j'ai toujours sur Facebook, hein, plein de potes qui, à l'intercours, me demandaient mes petits bouts de papier pour les lire, voilà, parce que je descendais le prof, hein, ça avait évidemment rire tout le monde. Et j'ai commencé à écrire pour ne pas m'emmerder, en fait, parce que je m'ennuyais. J'avais pas eu un goût spécialement pour l'écriture à la base, je l'ai découvert. J'aurais été artiste de toute façon, c'est une évidence. J'étais pas doué pour la trompette et le ukulélé, mais j'aurais été artiste de toute T'es sûr façon. pour l'ukulélé? Le ukulélé, donc il me l'a interdit. Mais ouais, je commençais à écrire parce que je m'emmerdais, j'ai continué. Parce que c'était un exercice intellectuel amusant que de raconter des histoires. J'ai toujours adoré raconter des histoires. Je suis vraiment un raconteur d'histoires. J'essaye modestement de raconter des histoires. C'est tout. Ouais, écrivain, auteur, romancier, j'en sais rien. J'essaie juste de raconter des histoires. Et de le faire proprement. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ce que dit ma mère. Et ma grand-mère aussi qui disait ça beaucoup. Enfin, j'ai pas connu ma grand-mère, toi. Non, elle était très sympa. Elle était sourde. Elle lisait beaucoup. On aurait pu discuter longtemps avec elle. Ah bah terrible, elle lisait énormément. D'ailleurs j'étais obligé d'écrire pourquoi j'ai commencé à écrire, parce que ma grand-mère était sourde avec une ardoise, je lui parlais, tu vois. Moi, premiers écrits, tu vois. Mamie, tu m'entends? Non, je te lis. Ah, J'ai commencé à penser qu'on pouvait faire des trucs avec les mots, avec ma grand-mère qui était sourde. Voilà. Et bon, ça m'est resté après. Ouais, après j'ai fait des romans sur les carottes râpées que je voulais manger la veille, etc. C'était formidable, ma grand-mère. Ils sont où ceux-là? On pourrait les publier? Les petits mots, ma grand-mère. Ah, ça fait joli. C'est joli, ouais. Mamie, Non, j'ai écrit pour ça. Moi. où t'as planqué le magot? Puis après, je me suis dit que c'était un métier formidable et que c'était vachement chouette. Et qu'on rencontrait des types comme Harold Cobert,
Et que là, pour le coup, je me suis dit, c'est quand même une profession formidable. T'as pas eu de chance, t'es pas Voilà. tombé sur Et alors le- après, j'en ai rencontré qu'un comme lui. Hein. J'en ai pas eu d'autres. Il y a des types très sympas, hein, mais comme Harold, pas rencontré tellement. C'est normal parce qu'en fait, je n'existe pas. Mais c'est une manie, toi. Hein. Je ne suis pas là. C'est une illusion. Exactement. Tu rêves de l'hologramme, en fait. Je Toi. suis le mauvais génie qui vient hanter tout le Ah, monde. c'est vrai, tu sais que je lui dois tout. Hein. Ce type Ah m'a non, poussé, tu me dois rien. m'a poussé tout le temps. J'ai écrit à cause de lui aussi en grande partie. Hein. S'il avait pas été là, j'aurais. Mais non, à cause, mais tu te rends compte de ce. Mais la difficulté J'aime bien être d'écrire. responsable des catastrophes. Mais c'est la plus grande catastrophe de C'est ma l'une vie, des moi, plus c'est belles catastrophes, l'écriture. c'est Stéphane. Il est l'une des catastrophes dont je suis le plus fier. De loin. Merci. Si ça pouvait... Donc c'est pour ça qu'on va sortir encore des textes qui sont dans tes tiroirs. Voilà, on a une phrase gimmick, un gimmick comme ça qu'Harold m'a écrit un jour, parce que je passe mon temps à dire que je vais arrêter d'écrire, j'en ai marre. Et Harold a une phrase comme ça qu'il m'a mis en dédicace un jour sur le livre et qui Sur le revient depuis premier- 10 ans. Le jour où on s'est rencontrés, Voilà. c'est que On n'a pas fini d'écrire. Et ça revient, c'est une phrase qui revient en gimmick tout le temps. Dès que je lui dis j'en ai marre, machin, on n'a pas fini d'écrire. Parce que Stéphane a à peu près, depuis que je le connais, a arrêté d'écrire 50 fois. Ah bah oui. Ah oui, oui. 50 fois. En 10 ans, c'est assez nombreux. Hein. Ça fait presque une fois tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il s'arrête d'écrire. Et en fait, il est comme Gainsbourg avec la clope. Il s'arrête de fumer toutes les 5 minutes. Il Non, s'arrête ça d'écrire peut- tous les 2 mois. Non, mais je sais pas, c'est fatigant, c'est fastidieux. Non, c'est un truc, enfin, voilà, moi je suis pas doué pour ça. Hein. Moi non C'est plus. pas- Moi, je suis un grand laborieux. Oui, c'est ça, faut bosser encore. Les gens se rendent pas compte. Je trime comme un chien, le cheveu Ouais. gras, Ouais. en pyjama, En jogging, je me douche t'as- plus, je sens l'oignon. Ouais, c'est une formidable. catastrophe. C'est une super catastrophe. pour une femme de vivre avec un écrivain, il n'y a rien de pire. Ah, y a rien de pire, je pense. Y a rien de pire. T'as vu comment on n'est pas glamour? Ah non, t'es pas glamour, t'es chiant, t'es pénible, t'es... Si, Non. si j'avais su chanter, j'aurais fait star de rock. Ah, ça c'est le top du top, star de rock. Je veux dire, plutôt qu'écrivain, star de rock, là t'es une star, vraiment. Les seuls dieux de notre époque, c'est les stars de rock, quoi, tu vois. C'est Rockstar, le seul Il y dieu a de les notre époque. comédiens aussi, mais je préfère les stars de rock. Ouais, mais même Johnny Depp, il est pas star de rock. Le mec, il sait ça, il essaye de faire du rock, jamais. Non, il sera jamais Mick Jagger, quoi. Mick Jagger, quoi. Il sera Jagger. jamais Bowie. Rocky, c'est Freddy, non pas Rocco, l'autre. Ou David voilà. Gilmour. Gilmour, ouais. Gilmour, Des Floyd. Ou alors Ou Jim Morrison. Ou Jim Morrison, Jim Jim Morrison, Morrison, ouais. ouais. est une rockstar, voilà. Ça, c'est un rockstar. métier, rockstar. Écrivain, c'est un truc, bon, on s'en fout, tu vois, mais rockstar, là, c'est quelque C'est la chose. classe. C'est la classe, rockstar. La classe. C'est la seule, tu vois, tous les écrivains rêvent d'être rockstar, en fait. Tu vois, c'est, Ah, mais hélas, donc non, rockstar, c'est bien. Si c'était à refaire, je ferais rockstar. moi aussi. Je ferais leader des Rolling Stones. Rockstar ou rentier? Ah, rentier, c'est bien, rentier. Rentier, c'est pas mal aussi. Rentier. Puis tu veux faire rockstar rentier. Formidable. Tu payes tes spectacles, t'en as rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Ah ouais. C'est quand même, tu Et vois. tu payes même les gens pour qu'ils viennent. Ouais. Ouais. à la Arthur. Ouais. Arthur fait ça, tu vois. Ah bon? Ah non, lui, c'est tourné là tout seul en one-man show, ça lui coûte une blinde, il loue les salles tout seul, il fait tout. Ah, il n'y a pas de prod, il n'y a rien derrière, il produit tout, il fait tout, mais bon. Je crois qu'on y a fait quelque chose. Ça va être Ouais. compliqué. Et là, il va falloir que tu montes ça après 1h20. Ah bah, encore, et encore, on n'avait pas bu. Table de fin, ça. VTE. VTE, VTE. Voilà.